Alors moi, je fais ma conférence sur un sujet qui me tient à cœur, c'est la bataille de Stalingrad. Alors avant de commencer mon exposé, déjà, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont qui ont peur ou qui n'aiment pas beaucoup l'histoire. Donc du coup, j'éviterai de traiter ce genre de schéma-là, parce que de un, les petits carrés sont censés représenter des dizaines d'hommes, et de deux, il y a trop de flèches. Donc du coup, les gens ne s'y retrouvent plus. On ne traitera que des schémas très simples avec deux ou trois flèches maximum. Alors pour commencer, j'aimerais parler en premier de l'aviation. Alors, pour faire un petit topo, l'aviation allemande, depuis la Première Guerre mondiale, ils ont commencé à utiliser des biplans pour bombarder les troupes au sol et fournir un soutien aérien. L'aviation allemande a beaucoup évolué pour créer certains chasseurs, notamment le Messerschmitt, l'avion là, le Bf-109, qui est l'avion de première ligne et de soutien le plus important et le plus utilisé de toute la Luftwaffe. Derrière, on a le Dornier 217, qui est un chasseur de nuit, parce qu'il faut savoir que les Anglais aimaient beaucoup bombarder l'Allemagne de nuit, parce que ça leur évitait de se prendre des tirs de DCA. Donc ils ont inventé ce chasseur spécialement conçu pour aller intercepter les B-17 et les Wellington, qui sont des bombardiers quadrimoteurs utilisés par la Grande-Bretagne et les USA. Ensuite, on voit le Focke-Wulf. Alors le Focke-Wulf, c'est l'équivalent d'un Messerschmitt, mais qui a été utilisé uniquement en première ligne et non en soutien pour aller descendre les avions russes, les avions soviétiques ou les avions américains. Ici, c'est le Stukas, le Junker 87, on l'a nommé Stukas parce que ici, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est une sirène. Le Junker 87 pique sur son objectif en émettant une sirène qui terrorisait complètement les populations et les troupes ennemies d'ailleurs, ce qui a assuré la rapidité de la campagne de France, seulement 5 semaines. Et là, on a le bombardier principal de la Luftwaffe de moyenne et haute altitude, le Henkel HE-111, qui a été notamment utilisé dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire Stalingrad. Maintenant, c'est autour de l'aviation soviétique. L'aviation soviétique utilisait principalement deux types d'avions. Les Yakovlev qui sont connus pour leurs canons hauts, leurs canons de haut calibre. Le Yak-9, deux versions, celui-là c'est un Yak-9T. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais normalement il y a un canon de 45 mm là-dessus. Et le Yak-9G, lui, Yak-9K, a plutôt un canon de 37. Ici, c'est un LA5, équivalent du Focke-Wulf allemand. Le IR-2, qui est un bombardier lourd, cette fois-ci utilisé par la Luftwaffe, l'armée de l'air soviétique. Et l'IL-2, un avion emblématique qui a beaucoup été utilisé à Stalingrad, mais notamment aussi pour les opérations de contre-attaque. C'était un attaquant. Alors là, je vous avais dit qu'on ne parlerait pas de carte compliquée, cette carte, j'ai essayé de trouver le plus simple possible. C'est l'opération Fallblau, j'espère que j'ai un bon accent allemand, si certains veulent me corriger, faites-le, n'hésitez pas. C'est l'opération Fallblau, nous sommes situation politique, nous sommes en 1942. Après avoir raté leur offensive sur Moscou et avoir été repoussés, les Allemands décident d'envahir le Caucase pour une seule ressource qui se trouve exactement ici, dans la zone qui a été conquise, le pétrole, pour faire toutes sortes de carburants qui étaient utilisés par les avions et par les tanks. Ici, c'est la petite ville de Stalingrad, qui était à l'époque une ville qui ne se différenciait pas beaucoup de celle-là, par exemple Kalinin, ou Krousk, qui est dans ce côté-là, que je ne trouve pas, qui était une petite ville comme ça, moderne, avec des usines d'armement. La Wehrmacht n'a pas considéré comme un objectif prioritaire, contrairement à Moscou et à Leningrad, qui sont un peu plus en vue. Et pendant cette même campagne de Russie, qui a commencé en été 41, on a eu droit à la Wehrmacht a fait 3 erreurs, et qui sont 3 erreurs qui ont été dramatiques. La première, alors c'est pour ça que j'aurais besoin que vous compariez, c'est l'habit en Russie fait le moine. Ceci est l'habillement d'un soldat allemand qui partait pour l'hiver russe. Voilà son équivalent soviétique. Maintenant je vous repasse l'habillement allemand et je vous repasse soviétique. Et qu'est-ce que vous en déduisez en regardant ces deux trucs? Oui. Déjà, il y a une grosse différence sur les habits, parce qu'ils ont des habits plus chauds. Comme l'a dit ce charmant jeune homme, l'habillement soviétique était beaucoup plus rembourré et beaucoup plus adapté à l'hiver qui allait suivre. Le plus rigoureux depuis 144 ans, moins 30 degrés dans la steppe et moins 25 dans les villes, notamment Stalingrad. Alors je fais juste une parenthèse, le fusil là c'était un PPChe 41, qui avait une supériorité par rapport aux armes allemandes, c'est-à-dire il avait un canon, il avait beaucoup de munitions.
Alors ça, c'est une photo qui a été prise lors de l'opération Barberousse. Les soldats allemands, donc ici c'est un lance-flamme avec un soldat normal, mais qui n'avait pas de casque. Les soldats allemands, ils se préparaient à une victoire rapide, exactement comme les Français en 14, qui pensaient qu'ils seraient revenus au vendange. Les soldats allemands pensaient qu'ils seraient revenus pour Noël. Cependant, ils ont été plutôt déçus, parce qu'après 3 ans de campagne, ils n'étaient toujours pas revenus et ils avaient perdu plus de 2 millions d'hommes. Deuxième erreur, négliger le T-34. Le T-34, c'est l'un des chars les plus performants de toute la guerre, notamment parce qu'il allie les 3 caractéristiques d'un char de manière parfaite. Il allie un armement offensif puissant, un canon de 75 ici, un blindage, une mobilité il pouvait tenir 50 km/h pendant plus de 10 heures, ce qui est énorme, et un blindage suffisant, notamment ses bords ronds qui faisaient ricocher les obus allemands. Alors on avait son équivalent allemand, c'est-à-dire le Panzer III qui était le char le plus utilisé de toute la guerre, et le Panther qui est arrivé un peu plus tard. Lui était quand même plus puissant que le T-34 avec son canon de 120, mais cependant le T-34 reste le char le plus performant. Alors on arrive à la bataille proprement dite. Cette petite ville, je ne sais pas si vous la voyez à peu près, délimitée comme ça sur les bords de la Volga, c'est Stalingrad. C'était notamment la ville qui portait le nom de Staline, donc une ville avec une grande valeur symbolique pour Hitler, pour l'ensemble du commandement, mais aussi pour le peuple allemand, qui pensait qu'une fois que Stalingrad serait vaincu, la Russie tomberait. D'ailleurs, cette critique a été notamment faite par un journaliste. La Russie est une forteresse sans tour, parce que les avions russes étaient tout de suite cloués au sol, manque de carburant et manque d'organisation, contrairement à l'aviation allemande qui était très très performante. Alors, les Allemands ont effectué plusieurs offensives sur Stalingrad, comme on peut le voir. Cette flèche-là, ça a été la première offensive, avec celle-là et celle-là, qui avait pour but d'entrer dans la ville. Cependant, depuis le début de l'opération Barberousse c'est le début de l'invasion de Russie, de la campagne de Russie, il y avait des troupes soviétiques à Stalingrad pour maintenir l'ordre et aussi pour la défense au cas où les Allemands décideraient de prendre le Caucase comme on l'a vu. L'avancée allemande a contraint les soldats de la Wehrmacht, c'est l'armée de terre, à considérer Stalingrad, cette ville, comme un objectif de guerre, car elle comportait plusieurs usines d'armement qui pouvaient à elles seules produire beaucoup d'avions et beaucoup de tanks, ce qui permettrait de renverser la tendance en faveur des Russes. Première offensive, la Luftwaffe envoie certains avions qu'on a vus tout à l'heure bombarder massivement Stalingrad, ce qui a pour effet de miner le moral des défenseurs, mais aussi de transformer la ville en champ de ruines, ce qui va donc permettre aux soviétiques de l'ériger et d'en faire une forteresse où les Allemands ne pourront pas prendre. Les combats à Stalingrad, quand les Allemands sont rentrés, se faisaient au rue par un froid qui allait de -30 en hiver à des températures très hautes, donc celle de la steppe russe, celle de la steppe du Caucase, qui allait en été à 30 degrés. Donc du coup, les Allemands ne savaient pas quoi faire et n'avaient absolument pas d'équipement d'hiver. Donc comme on l'a vu plus haut avec l'équipement. Donc ils gelaient littéralement sur place. Les combats à Stalingrad se faisaient au rue par rue parce que les soviétiques avaient eu la très bonne idée d'installer des snipers qui sont massivement d'ailleurs représentés dans les jeux modernes, mais c'est ce terme a été inventé ici. Les tireurs d'élite qui sont capables d'abattre plus de 10 hommes par heure sans jamais se fatiguer et avec une précision irréprochable. Ainsi, avec ses moyens de défense, ni de mitrailleuses, mines, sniper, chaque mètre de terrain était gagné au prix de la vie de plusieurs dizaines de soldats allemands et pendant ce temps, les Russes résistaient. Alors là, je vous présente un sniper. Alors celui-là, il s'appelle Zaitsev. Alors, ce sniper d'origine ukrainienne, il aurait tué plus de 300 Allemands, cependant, ça c'était dans le folklore, selon les chiffres officiels, 224. Il a été plusieurs fois héros de l'Union soviétique, c'est-à-dire le plus haut grade, la plus haute distinction possible qu'on puisse décerner, 2 fois. Il a reçu l'ordre de Lénine, l'ordre de la guerre patriotique première classe et l'ordre des snipers, il a reçu beaucoup de décorations. Et cet homme-là est devenu une légende à Stalingrad, on lui remet son nom parce que les Allemands, ayant pris connaissance de Zaitsev après qu'il ait tué plus de 120 soldats allemands, ont décidé d'envoyer le chef de tir de formation en Allemagne pour aller le débusquer. On a retrouvé ce chef de formation 3 jours plus tard après qu'on l'ait envoyé.
mort sans qu'il ait pu tirer une seule balle sur Zaitsev, qui a dit le mérite de l'avoir achevé sans jamais viser avec son viseur. Et aussi une deuxième arme de destruction de masse employée à Stalingrad, ça s'appelle les Katyusha. Ça vient d'une petite chanson folklorique russe qui s'appelle Petite Catherine. Et c'est des lance-roquettes en fait. C'est le premier lance-roquettes automoteur qui peuvent tirer plus de 3872 projectiles chacun en 1 heure, avec temps de rechargement compris. On les appelait les orques de Staline parce que grâce au miaulement qu'ils produisaient, quand ils volaient à des vitesses au-dessus de Mach 1. Et grâce au miaulement qu'ils produisaient, les soldats allemands, ça leur faisait aussi peur que les Stukas faisaient peur aux soldats russes. Et à ce moment-là, après que Stalingrad, les soldats allemands sont restés dans Stalingrad, ils ont réussi à prendre la quasi-totalité de la ville, sauf les 200 derniers mètres qui les séparaient de la Volga, qui séparaient les Russes de la Volga, c'est-à-dire de la côte orientale. À ce moment-là, l'état-major russe a décidé d'organiser une contre-offensive massive, comme on peut le voir, qui partait des côtés de Stalingrad pour faire un encerclement complet de l'armée, c'est-à-dire la 6e armée qui était stationnée ici, et en particulier ici, et pour lui empêcher toute possibilité de retraite, c'est-à-dire elle a emprisonné à peu près 380 000 hommes dans un piège quasiment parfait. Et c'est ici que s'est fait la troisième erreur. Le von Paulus, le chef de la 3e armée, a demandé un repli, fait une demande de repli à Hitler. Hitler lui a répondu qu'il n'avait pas le droit de se replier et qu'au contraire il devait continuer à faire pression sur Stalingrad, qu'il recevait des renforts d'hommes constants, alors que lui n'avait presque plus de munitions, presque plus de carburant et presque plus de vivres. Et toujours pas d'équipement d'hiver pour affronter le froid, donc moins 30. Voilà Stalingrad, là c'est la 6e armée qui a été entourée. Et là ce sont les positions allemandes qui ont bien sûr tenté d'envoyer la 4e blindée, et les 2 armées, ainsi que deux armées composées chacune de 20 divisions, pour tenter de secourir les forces ici. Le seul problème, c'est que Paulus ne pouvait pas lui aussi passer par-ci, parce qu'il devait continuer à maintenir l'attaque sur Stalingrad. C'était l'opération Orage d'hiver, la dernière opération allemande dans ce secteur-là. La réponse soviétique n'a tout de suite pas tardé. Au début, c'était censé être l'opération Saturne. Mais on l'a renommée Petite Saturne parce qu'elle était au début, l'opération Saturne, les vrais plans, c'était ça. Ils devaient passer comme ça pour prendre la Biélorussie et faire un mouvement tournant qui allait séparer toutes les armées là. Le problème, c'est qu'on a dit à Staline, c'est pas possible, on n'a pas assez de troupes. Donc il a fait, bon, dans ce cas, faisons-le que dans le secteur de Stalingrad. Et voilà ainsi les diagrammes de l'opération qui ont complètement détruit les forces ici qui devaient secourir les forces de Stalingrad. Et celles-là se sont rendues. Et voilà le bilan de la bataille. Après une bataille de 6 mois à Stalingrad, puissance de l'Axe, c'est-à-dire Allemagne, enfin Troisième Reich, Royaume de Roumanie, Royaume d'Italie et Royaume les États indépendants croates, qui avaient fourni des contingents en plus à l'Axe. Alors du côté de l'Axe, 450 000 soldats tués, des blessés 110 000, des blessés prisonniers, il y en a eu 110 000. Ils ont perdu 150 tanks, 1800 canons et 650 avions. L'URSS a perdu 486 000 soldats, 600 000 blessés ou prisonniers, 4 341 tanks, à peu près 16 000 canons et 2769 avions, plus de 40 000 civils tués qui habitaient eux-mêmes Stalingrad. Vous voyez quand même que le bilan est plutôt lourd du côté de l'URSS que du côté de l'Allemagne. Et voilà.